Bonjour à toutes et à tous. Je suis désolée de ne pouvoir être physiquement avec vous et je suis très honorée de la place que vous me faites dans ces échanges à l'occasion de la journée du 8 mars. Je voudrais vous dire quelques mots depuis mon bureau à l'École nationale de la magistrature. Je voulais vous dire que rien ne me destinait à être avocate, encore moins à Paris. Je suis née à La Châtre, dans l'Indre, et j'ai fait mes études primaires et secondaires à Montluçon dans l'Allier. J'en suis partie après le bac pour étudier à Paris parce que je trouvais cette ville merveilleuse et magnifique et que je voulais rencontrer des personnes différentes. Je n'avais aucune idée du métier que je voulais faire et j'étais curieuse d'un peu tout. J'ai décidé d'aller en classe préparatoire littéraire parce que j'aimais lire et je voulais étudier davantage les philosophes. J'ai voulu partir de mes terrains d'enfance et d'adolescence aussi pour être plus libre de mes choix, pour ouvrir d'autres champs des possibles et sortir de ma zone de confort. J'ai travaillé beaucoup, j'ai découvert de nouvelles choses, de nouvelles personnes, d'autres horizons. J'ai aussi parfois pleuré, parce que je me sentais seule, que j'avais peur de ne pas réussir, que les épreuves étaient souvent difficiles. Je suis devenue avocate à une époque où les femmes y faisaient peu à peu leur place, mais encore difficilement, comme si nous devions travailler plus pour qu'on nous fasse confiance. Et puis j'ai décidé encore d'aller voir ailleurs et je suis partie étudier et travailler aux États-Unis. C'est toujours l'envie d'aller voir ailleurs et vers les autres qui m'a guidée dans la vie. J'ai compris aussi qu'il fallait croire en moi, oser, ne pas douter de mes capacités, travailler bien sûr, défendre mon travail et savoir défendre mes idées. Prendre la parole et la donner aux autres femmes pour éviter que des hommes, je n'ai pas dit tous les hommes, mais certains d'entre eux ne la confisquent. Ne jamais oublier l'espérance et la bienveillance pour les autres. J'ai compris que la mixité ne voulait pas dire la parité. Comme chez les avocats et les magistrats, il y a désormais plus de femmes que d'hommes qui entrent dans la profession. Mais les positions de pouvoir restent mal réparties. Heureusement, des femmes et des hommes ont réussi à me convaincre que cette situation n'est pas inéluctable. Pour exemple, il y a 30 ans, pour la première fois, une femme a été élue bâtonnière du barreau de Paris. Et j'ai moi-même été élue deuxième vice-bâtonnière en 2019. Et c'est bien aussi parce que des hommes ont voté pour des femmes que les femmes sont élues. Il y a quelques mois, je suis devenue directrice de l'École nationale de la magistrature. Une magistrature de plus en plus féminisée, mais je suis pourtant la première femme à être nommée à ce poste de directrice en 60 ans d'existence de l'école. Ce qui est important, ce n'est pas seulement d'ouvrir la voie, c'est surtout de faire en sorte de ne pas être la dernière et que beaucoup de femmes viennent ensuite derrière moi occuper ces fonctions. Les choses changent, mais elles ne changent pas toutes seules. Elles ne changent que parce que nous le voulons. Elles ne changent que parce que nous croyons en nous. Les choses ne changent que parce que nous nous entraidons. Ce n'est pas parce que les choses vous paraissent difficiles à atteindre qu'elles sont impossibles. Mettez-y toute l'énergie nécessaire, tout le travail qu'il faut. Mais surtout, ne vous découragez jamais et osez toujours. Mais moi, je suis ravi en fait d'être parmi vous en ce 8 mars, cette journée internationale de la femme, du droit des femmes. Bien évidemment, nous sommes tous d'accord pour dire que cette journée doit avoir lieu, en fait, tous les jours de l'année. 365 jours ou 366 jours, tout dépend des années. Je suis Patrice Béguet, je suis directeur exécutif de la communication de BPI France et de BPI France Excellence, qui est le fameux réseau des entreprises de croissance, les entreprises qui innovent, qui partent à l'international et qui se développent. Pour tous ceux qui ne connaîtraient pas forcément BPI France, BPI France, c'est la Banque publique d'investissement. En d'autres mots, c'est la banque des entrepreneurs, S, ou des entrepreneuses, et des entrepreneurs aussi.
C'est un véritable réseau social d'entrepreneurs avec, j'ai envie de vous dire, une banque autour. Notre travail chez BPI France, c'est d'accompagner et de soutenir les entrepreneurs dans le financement, l'investissement et le développement de leur entreprise. Des créateurs d'entreprises, je sais qu'il y en a, des startups, des TPE, des PME, des ETI, qui sont les entreprises de taille intermédiaire, qui sont plus grosses que les PME et plus petites que les grands groupes. Et puis les grands groupes, bien évidemment. Nous accompagnons des entreprises de toute taille, c'est très important, et de tous les secteurs d'activité. En fait, notre mission, elle est dans notre baseline dessous, qui est servir l'avenir, avec 4 valeurs essentielles de proximité humaine, de simplicité, de volonté et d'optimisme. En fait, nous sommes réunis aujourd'hui, là, tous ensemble, je vous vois très nombreuses et très nombreux, pour parler ni plus ni moins de la réussite au féminin. Pour moi, parler de la réussite au féminin, c'est parler de l'entrepreneuriat au féminin. Et pour commencer, j'aimerais partager avec vous quelques chiffres assez représentatifs. Aujourd'hui, une femme sur trois, vous entendez bien, une femme sur trois souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat. 60% des femmes qui créent leur entreprise sont poussées par l'envie d'être libre. 37% pour se sentir plus autonome. 35% pour donner plus de sens à leur vie. Moi, j'ai le plaisir de vous dire que mon comité de direction, au sein de ma direction, c'est 60% de femmes. Et dans mon équipe au global, c'est 80% de femmes. Alors, est-ce qu'on travaille sur des parités? Pas du tout. On travaille sur des talents, sur des valeurs, sur des qualités de ces femmes qui composent mon équipe et que je salue. En fait, ça nous prouve, tous les chiffres que je vous ai donnés, que les femmes sont poussées par leurs convictions. Elles font des choix. Avec quoi? Avec leur cœur. Et ça, c'est fondamental. Ça se retrouve dans leur entreprise, dans leur manière de manager. L'entrepreneuriat au féminin, en fait, est une thématique que nous défendons très fort chez BPI France et qui nous tient à cœur. Car même si nous avons fait d'énormes progrès, il existe aujourd'hui encore trop de freins et trop d'a priori. Donc, le problème est majoritairement sociétal et lié au code imposé par la société. C'est paradoxal parce que je vous dis en même temps, soyez libres. Et puis, je vous le redis. Vous savez, j'ai fait un tweet ce matin, vous verrez sur mon compte, sur cette force qui est la vôtre, mesdames, cette liberté. Et ce qu'on constate, c'est que les femmes sont bloquées par des freins qu'elles se posent et qui sont finalement des croyances limitantes dictées par la société. C'est pourquoi il est très important d'en parler et de sensibiliser dès le plus jeune âge au fait qu'il n'y a pas de règles, pas de secteur, pas de métier d'homme ou de métier de femme. Il faut toujours faire ce dont en fait on a envie et faire des choix professionnels par une chose importante qui s'appelle la conviction. Votre conviction, mesdames. Aujourd'hui, on constate encore qu'il manque de femmes dans certains secteurs comme les sciences ou la technologie. Cela est dû notamment au fait que les femmes ne choisissent pas assez ces voies dans leur cursus scolaire. C'est pour ça que je vous dis de vraiment mettre l'entrepreneuriat au féminin, j'allais presque vous dire, dans les manuels d'école. Mais je vous le répète, nous avons fait des progrès, les mœurs évoluent et heureusement, vous savez, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs ES ou RS et je suis toujours content quand je vois une femme à la tête d'une entreprise dans un secteur que l'on juge masculin. Vous ne pouvez pas savoir comme ça me fait plaisir. BPI France accompagne 49 clubs sportifs issus de toutes disciplines sur l'ensemble de nos régions, dans l'ensemble de nos territoires. 2 clubs seulement sont dirigés par des femmes. Sabine Guillem, que je vous engage à rencontrer, à côté d'Orléans, c'est le club féminin de handball de Fleury-Loiret Handball, et Perrine Paul de Toulon, Saint-Cyr, handball également, que je salue ce matin. Aujourd'hui, il existe 2 plafonds de verre dans l'entrepreneuriat au féminin. Un qui
concerne la différence entre le nombre d'hommes et de femmes qui entreprennent, et un autre sur la taille de l'entreprise et la proportion des femmes à leur tête. Cela nous prouve qu'il est important, capital, de communiquer sur ces deux points que je viens de vous citer. Il faut insister aussi sur le fait de passer à l'acte, d'oser, de vous lancer, car même si les femmes ont la même appétence que les hommes pour entreprendre, elles font preuve de beaucoup plus de précautions et en même temps de plus de doutes. Beaucoup de femmes qui entreprennent mobilisent moins de moyens et occupent une position salariée à côté de leur activité entrepreneuriale. Tout ça, ce sont des faits. Cela nous amène à un deuxième message essentiel que j'ai à vous passer ce matin. Osez vous développer, osez grandir et osez accélérer. Ça, c'est très important. On pose souvent la question, mais Patrice, vous reculez jamais. Je lui dis si, plusieurs fois. Oh, il dit, vous reculez? Je dis oui, oui, je recule. Comment? En fait, je recule pour avancer encore plus vite, pour sauter encore plus vite, pour arriver encore plus vite avec mes équipes. Parce que c'est vos équipes qui vous portent. Et une fois de plus, je tiens à les remercier. Je tiens à les féliciter. Comme je vous le disais en introduction, c'est 80% de femmes dans mon équipe. Mais les femmes sont encore trop timides dans leurs ambitions. Elles ont besoin d'être poussées, d'être accompagnées dans leur développement. C'est pour ça qu'on a créé aussi des accélérateurs au sein de BPI France. Un dernier indicateur très marquant est que le nombre de femmes dirigeantes est élevé dans les petites entreprises, mais que plus le nombre de salariés en fait augmente, moins on retrouve de femmes dirigeantes. C'est seulement 14% de femmes à la tête d'entreprise de plus de 10 salariés, soit 86% d'hommes. C'est étonnant, non? Surtout quand on sait qu'on fait de plus en plus appel aux femmes, notamment en termes de crise, comme celle que nous traversons actuellement. Alors, comment fait-on pour faire bouger les choses? D'abord, il faut plus de rôles modèles pour s'identifier dans les médias, dans les institutions, dans les prix, dans les conférences. C'est tout l'intérêt des réseaux féminins qui permettent de se dire, en fait, cette femme-là, elle est comme moi. Et donc, si elle l'a fait, c'est que c'est possible. Ça veut dire quoi? C'est qu'il y ait plus d'accompagnement. Au moment du lancement, pour challenger son business plan, affiner son offre, bénéficier de compétences, connaître les aides et les prêts, mais aussi, une fois lancé, pour avoir les codes, faire de la prospection, se développer et développer son chiffre d'affaires. Car 70% du chiffre d'affaires, sachez-le, ils viennent du bouche à oreille. On est content de ce produit, on est content de ce dirigeant ou cette dirigeante, on a un bon accompagnement. Et donc, il faut aussi plus de financement en enlevant les biais de l'écosystème intégré par les dirigeantes elles-mêmes. Il faut donc avoir des chiffres pour avoir conscience des biais et tout simplement les modifier. Et enfin, un meilleur partage de la charge mentale qui passe aussi par un bon accompagnement à travers les nombreux réseaux existants partout en France, partout dans les territoires. Parce que moi, je vous le dis, pour avoir eu la chance de créer France 24, la chaîne d'information internationale, il y a quelques années, en France, en Afrique et dans le monde entier, je vous le dis, le plus beau pays du monde, c'est la France. J'en ai fait 76 pays. Le plus beau pays du monde, mesdames, messieurs, c'est la France. Et donc tous ces leviers peuvent être actionnés par toutes et par tous. Entreprises, institutions, femmes, hommes. En gros, par nous toutes et par nous tous. C'est important d'en parler et de donner les clés aux femmes pour créer et entreprendre, pour les aider à sauter ce premier pas, ce pas. C'est ce que nous essayons de faire chez BPI France à travers nos nombreux événements en invitant des femmes, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui osent, qui cassent les codes, qui brisent la glace. C'est d'ailleurs tout l'enjeu de notre événement auquel je vous invite toutes ce jeudi, 2 fois 60 minutes pour booster la France des audacieuses, comme j'aime vous appeler.
qui a lieu ce jeudi de 14 heures à 16 heures. Il y aura plus de 30 intervenantes, 4 thématiques, 2 heures de live, des vidéos, un programme unique composé de 30 très belles personnalités conquérantes, audacieuses, pour une émission qui va vous rebooster et donner la niaque. Elles ont toutes des profils, des histoires, des parcours remarquables et différents. Elles viennent de tous les territoires, de toutes les régions de France. C'est ça, en fait, la diversité de l'entrepreneuriat français. J'ai beaucoup parlé des femmes là, dans mon intervention, mais j'aimerais terminer en parlant aux femmes. Mesdames, vous avez dans votre tête, dans votre cœur, dans vos jambes, dans vos bras, vous avez votre place dans toutes nos entreprises et encore plus à leur tête. Nous avons besoin de votre créativité, de votre organisation, de votre bienveillance. Vous êtes de véritables héros, mesdames, je vous le dis, les yeux dans les yeux, capables de porter plusieurs casquettes, d'assumer des responsabilités que les hommes ne sauraient jamais assumer. Il ne faut jamais douter, il faut tout simplement oser. Oser, c'est déjà gagné. Croyez en vous, croyez en vos rêves, croyez à votre intuition, lancez-vous, ne lâchez rien. Ne jamais céder, C-E-D-E-R, quand on peut céder, S'-A-I-D-E-R. Partez à la conquête du monde. Je le dis souvent, ceux qui partent à l'attaque des géants sont la France de demain. Vous pouvez choisir dans quel monde vous voulez vivre. Vous pouvez choisir de casser ces codes qu'on nous impose. Les lignes sont faites, toutes les lignes, pour être bougées. Les codes pour être cassés. Il y aura toujours des gens pour vous dire, allez, n'y va pas, attends. C'est pas raisonnable, c'est compliqué, c'est risqué. Tous ces mots-là, depuis ma tendre jeunesse, je ne les ai jamais entendus. Pourquoi? Parce que je ne les ai jamais pratiqués. Mais ne pas prendre de risque, c'est déjà prendre le risque de passer à côté de sa vie. Ayez l'audace, mesdames, de faire ce que les autres ne font pas. Faites tout simplement ce qui s'appelle la différence par vos différences. Vous n'avez qu'une vie et vous devez la vivre pour vous, à fond, et pour les gens que vous aimez. Vous restez vous-même, soyez les authentiques. Mon équipe, je pourrais les appeler les collaboratrices et collaborateurs, je les appelle les authentiques, parce qu'elles le sont et ils le sont. Croyez en vous, croyez en vos rêves, foncez pour les réaliser. J'ai beaucoup parlé de freins depuis le début aussi, parce que vous m'en parlez de ces freins. Vous échangez avec moi sur ces freins. Mais en fait, depuis le début de mon intervention, je vous en parle. Certains diront que c'est assez réducteur ou pessimiste. Pas du tout, je ne l'ai pas été dans mon discours. Mais si j'ai utilisé le mot frein, c'est aussi pour vous rappeler que là où il y a un frein, il y a toujours ce que j'adore, un accélérateur. Alors, face aux freins que vous pouvez rencontrer au quotidien, rappelez-vous que vous pouvez choisir de changer et d'accélérer. Allez, 2021 a démarré, tout en avant. Et si j'étais une femme, je ne sais pas ce que je serais. Mais en tout cas, je serais peut-être un peu de chacune et de chacun d'entre vous. Voilà, avec des valeurs qui vertèbrent les gens, de proximité humaine, de volonté, d'optimisme et de simplicité. En ayant toujours dans mon cœur, toujours, à la fois ma mère, ma femme, ma fille. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci Patrice. Alors, je sais que vous n'allez pas tarder à nous quitter. Sachez que dans le public, nous avons plusieurs femmes et hommes, mais plusieurs femmes aussi, et je salue les maisons de l'emploi, les missions locales, des femmes qui ne partent de rien, mais qui ont envie de réussir. Et ce magnifique message que vous leur avez passé à l'instant, est-il possible pour ceux qui ne partent de rien et qui ont envie de réussir, pour celles et ceux? C'est une question? Oui. Oui, celles et ceux. Écoutez, j'ai rencontré beaucoup de femmes dans ma vie. Il y en a une qui m'a beaucoup marqué, c'est ma maman, parce que on s'est retrouvés. Vous m'entendez là? Parfaitement. Ok. On s'est retrouvés en fait à la rue. J'avais moins de 10 ans. Et j'ai vu la force d'une femme qui remplaçait un père, un grand-père, une grand-mère.
Et quand j'ai fait mes études, hein, malgré des conditions qui n'étaient pas faciles, je l'ai fait au lycée Michel Montaigne à Bordeaux, qui était le plus grand lycée à Bordeaux. Je venais quartier difficile de la région bordelaise. Euh, donc c'est grâce à elle, en fait. Vous voyez, quand je parlais d'accompagnement, c'est grâce à elle euh, qu'elle m'a amené là. Et je me rappellerai, le jour où j'ai eu mon bac, c'est à l'âge de 20 ans. Donc c'est-à-dire, si vous comptez bien, avec 2 ans de retard. Et j'étais allé voir mon proviseur parce que je voulais faire une classe prépa, une classe préparatoire. Il me dit, Béguet, vous y pensez? Vous avez 20 ans. Et là, je me rappellerai toujours, à 20 ans, elle me prend par la main et elle m'a dit pas, tu réussiras, elle m'a dit, on réussira. Je trouvais ça magnifique. Et puis, à 20 ans, j'ai rencontré ma femme, j'ai rencontré un monsieur extraordinaire qui s'appelait Michel Coluche. Ça vous dit quelque chose peut-être, mesdames, messieurs? J'étais son assistant pendant 10 mois. 10 mois d'assistanat de Coluche, c'est 10 ans d'une vie en fait, hein, parce que c'est tambour battant. C'est ce qui m'a permis peut-être d'être en partie ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est-à-dire avoir peur de rien, être prêt à tout, mais toujours, toujours, avec bienveillance, avec valeur. Donc ce que je vous dis, mesdames, ne doutez jamais, en tout cas, ne doutez pas de vous, si vous pensez que vous pouvez entreprendre, et c'est pour ça qu'on a créé aussi, pour les créateurs d'entreprises, cette direction chez BPI France, hein. C'est pour ça que je vous dis, c'est plus qu'une banque, c'est un réseau social d'entrepreneurs avec une banque autour. Et j'en profite pour saluer aussi toutes les banques qui ont fait un super boulot pendant cette période qui était difficile, notamment avec le prêt garanti par l'État. Et je pense qu'il faut accompagner, je pense qu'il faut aider. Et on vient de lancer un programme, je voulais vous le dire aussi pour les jeunes, qui s'appelle le VTE, le volontariat territorial en entreprise. Vous connaissez le VIE à l'international? Eh bien, le VTE, ça permet, si vous voulez, aux jeunes diplômés, aux étudiants de Bac+2, et puis des grandes écoles, d'être des jeunes talents et d'être des bras droits de patrons de PME. Et donc, c'est du gagnant-gagnant, parce que ce jeune-là, il apprend beaucoup du chef d'entreprise, parce que c'est son bras droit, mais en même temps, sur la transformation digitale, sur la transformation énergétique, sur la transformation écologique, il est souvent plus pertinent pour son chef d'entreprise. Donc, je vous engage à aller voir vte-france.fr. Et s'il y a des chefs d'entreprise qui sont là, mettez des postes en place. C'est comme un jeune, une solution, avec la mise en relation des entreprises et des jeunes à la recherche de l'emploi, de formation et de mission. C'est autant de choses qui permettent à ces jeunes de démarrer et d'accélérer. Merci, Patrice. Merci d'abord à toi, Faten, ainsi qu'à tous les services de l'agglomération d'avoir organisé ce temps d'échange qui, moi, c'est peut-être ce qui m'a marqué lorsque tu m'en as parlé, n'est pas placé sous le signe de l'égalité des droits, mais sous la question de la réussite des femmes. Et c'est vrai que la question de l'égalité, c'est évidemment un combat. C'est un combat qui passe par la loi. C'est un combat qui passe aussi par le parcours de quelques personnalités exemplaires. Et il y a eu dans l'histoire de notre pays à la fois de grandes lois et de grandes personnalités, mais cela passe avant tout par des postures, des cultures. Et c'est vrai que j'ai entendu dans les interventions précédentes beaucoup de belles choses sur des parcours personnels où des femmes se sont engagées. Alors moi, je suis président de l'agglomération, président du département, donc j'interviens dans un monde politique qui est un monde qui s'est ouvert récemment aux femmes. La première ministre femme date juste d'après-guerre, juste après que le droit de vote ait été accordé. Et puis on se souvient tous que la première ministre qui a marqué l'histoire politique s'appelait Simone Veil et que son combat et son intervention a moins de 50 ans. Encore aujourd'hui, dans beaucoup d'assemblées, la place des femmes reste très limitée, même si il a fallu la loi pour que dans nos collectivités locales, c'est le cas des régions, des départements et des conseils municipaux aujourd'hui, toutes les collectivités, il y a la parité. Et je dois vous dire que lorsque cette loi est intervenue, j'étais plutôt réticent. J'étais pas réticent en tant qu'homme et craignant l'arrivée des femmes, bien au contraire.
Et je vous en dirai un mot dans un instant, mais j'étais réticent tout simplement parce que j'estimais que la loi, j'estimais qu'il n'était pas forcément nécessaire qu'il y ait une loi et que même la loi risquait de dévaloriser la position des femmes parce qu'on risquait, à partir du moment où il y avait une femme élue, de considérer qu'elle était là tout simplement pour le quota de parité. Et ça, c'est quelque chose que je ne pouvais pas imaginer parce que, encore une fois, j'appartiens à une génération euh, pour qui la question de l'égalité ne se pose pas et pour qui les choses sont assez naturelles. Euh, Avec le recul, je pense que cette loi a été utile. Cette loi a été utile parce qu'elle a permis de faire sauter un certain nombre de verrous qui existaient sans doute chez certains de mes collègues et a permis un saut très rapide puisque la parité s'imposant, nous nous sommes retrouvés, notamment dans le département, alors je ne siégeais pas auparavant, mais nous sommes aujourd'hui au conseil départemental, 21 hommes, 21 femmes, là où auparavant il y en avait 4 ou 5 sur 42. Donc vous voyez le saut très important qui a été réalisé dans un laps de temps extrêmement court. Et je ne dis pas ça parce que c'est la journée de la femme. Moi, j'ai toujours préféré travailler avec des femmes dans le milieu politique. D'abord parce que leur regard est extrêmement important sur tous les aspects de la société. Et quand je dis cela, ce n'est pas faire preuve là aussi de dire les femmes dans une catégorie, mais il y a un regard très différent de la part des femmes et comment dire, une attention, une bienveillance qui n'est pas toujours naturelle chez les hommes. Les femmes sont beaucoup plus sincères dans leur engagement, beaucoup moins tordues. Elles sont beaucoup plus franches, à la fois lorsqu'elles approuvent, mais aussi lorsqu'elles désapprouvent. Et moi, cette franchise-là, elle m'est très utile en tant que président, parce que ça me permet de savoir quelle est vraiment l'opinion et savoir comment je peux avancer. Euh, les femmes dans la vie politique, c'est vraiment, je crois, quelque chose qui est aujourd'hui bien ancré et que personne ne pourrait imaginer remettre en cause. Il y a encore quelques citadelles à prendre, et notamment celles qui concernent le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Je vous avoue sincèrement que je ne sais pas forcément comment on peut avancer sur ces sujets, parce qu'il y a à la fois la volonté, encore une fois, d'aller plus loin et d'imposer la parité, ce qui a été fait dans les collectivités. Et puis d'un autre côté, je suis aussi attaché aux principes démocratiques et je ne vois pas au nom de quoi les électeurs n'auraient pas le choix de choisir une femme, un homme, un jeune, une personne âgée. Vous voyez, je suis opposé également à l'idée qu'on limite dans le temps l'éligibilité. On peut avoir 80 ans et avoir quelque chose à apporter, et c'est aux électeurs de décider si finalement ce candidat ou cet élu mérite de continuer à travailler. Donc, vous voyez, je veux mesurer et vous apporter ce regard par rapport à ce que la loi permet de faire, mais aussi à ce que la loi ne permettrait pas de faire ou ce qu'elle apporterait comme excès peut-être par rapport à cet équilibre que je recherche. Il n'en demeure pas moins que les femmes dans la vie politique, ça demeure encore un sujet parce que je pense que notre société, et c'est là-dessus que je voudrais intervenir, au-delà de la loi, doit faire quelque chose de culturel, et culturel dans le sens large, et notamment j'intègre l'éducation dans la culture. Elle doit faire quelques pas. Pourquoi quelques sauts? Parce que je pense que notre société considère aujourd'hui qu'une femme a le droit à une vie professionnelle épanouie, égale de celle de l'homme. Il y a encore quelques verrous sur le niveau des salaires, sur les responsabilités, ça a été dit tout à l'heure, mais j'allais dire que ces verrous vont tomber assez naturellement. Il faut qu'on essaie d'accélérer les choses, mais ça va tomber parce que tout le monde dans nos sociétés considère, enfin, trouve tout à fait normal qu'une femme s'engage dans la vie professionnelle. En revanche, la politique, ce n'est pas de la vie professionnelle. C'est un engagement de nature différente, comme peut l'être un engagement associatif. Et je pense que beaucoup de femmes, mais au-delà des femmes, beaucoup de personnes dans notre société considèrent qu'au-delà de la vie professionnelle, les femmes doivent aussi
continuer à s'occuper de leur foyer, de l'éducation des enfants. Et donc, la place du foyer au-delà de ses fonctions et de ses besoins primaires, dans l'engagement dans la société, dans la vie associative ou dans la vie politique, est malheureusement encore plutôt réservée à l'homme au sein du couple. Et qu'il y a beaucoup de femmes qui n'imaginent pas s'engager au-delà de leur vie professionnelle compte tenu de cette contrainte mentale qu'elles s'imposent et que la société leur impose. Ça prendra du temps. Et là, pour le coup, je ne pense pas que ce soit la loi qui permette de faire évoluer les choses. C'est nous tous qui devons permettre la réussite des femmes dans toutes les composantes de l'engagement de la société. Et pour cela, je voudrais terminer là-dessus, vous dire que c'est un combat de longue haleine, mais c'est un combat qu'on doit mener aujourd'hui beaucoup sur les jeunes générations. Moi, je me réjouis, j'y viendrai dans un instant, sur tout ce qui va bien et ce qui va mieux dans notre société. Mais je pense que sur la question des droits des femmes et de l'égalité femmes-hommes, il peut y avoir aussi des régressions. Je suis assez stupéfait de voir aujourd'hui, notamment au niveau des collèges, la place que les jeunes filles s'accordent dans les établissements scolaires, ou la place que les jeunes hommes, enfin le regard que les jeunes hommes portent sur sur les filles de leur classe. Je le mesure au travers des échanges que je peux avoir notamment avec les docteurs de PMI, qui me disent aujourd'hui qu'elles accueillent dans les centres de planification des jeunes femmes qui ont un rapport au corps qui est très dégradé, à leur propre corps, à la fois sur leur sexualité, mais aussi sur comment dire, la protection qu'elles doivent à leur propre corps, et il y a des barrières qui sont tombées. On parle de michetonnage, on parle de choses qui sont assez graves, qui se déroulent dans nos établissements et qui montrent qu'aujourd'hui, on doit rappeler aux jeunes hommes les principes des droits des femmes et le respect qu'on doit aux femmes, comme les femmes d'ailleurs doivent respecter les hommes, mais on doit aussi redire aux jeunes femmes les droits qui sont les leurs. Et j'ai aujourd'hui le sentiment que sur ces questions-là, on régresse plutôt. Donc il faut que nous soyons très actifs pour rappeler aux femmes leurs droits, rappeler aux femmes l'éventail de tous les possibles, et au-delà de leurs conditions de femmes, rappeler aussi l'accession à des métiers qu'elles s'interdisent encore aujourd'hui. J'étais, avant de vous rejoindre, en visite dans les nouveaux locaux des services informatiques au département. L'informatique, comme beaucoup de métiers techniques et beaucoup de métiers d'ingénieurs, sont encore très largement réservés aux hommes. À la DSI et chez nous, et on me disait qu'on était plutôt en avance par rapport à d'autres services. Il y a 90% d'hommes, 10% de femmes. C'est pas normal. On peut évidemment réussir en dehors des métiers techniques et des métiers de l'ingénieur, mais à l'évidence, aujourd'hui, il y a des barrières, et je ne saurais pas forcément les qualifier, je ne sais pas de quelle nature elles sont exactement, mais des barrières que notre société, que les femmes se fixent elles-mêmes et qui se disent, on s'interdit d'aller sur ces vies professionnelles. Et là, on a un boulot à faire, qui est le boulot de l'éducation nationale, mais qui est le boulot aussi des collectivités. Lorsqu'on intervient au titre de la politique de la ville avec les agglomérations, lorsqu'on intervient sur les orientations professionnelles. J'ai cet après-midi un échange avec Salomé Berliou, que vous connaissez peut-être, qui est une femme qui a créé Chemin d'avenir, qui a été missionnée par le président de la République sur l'accès des zones rurales aux formations de grande qualité dans notre pays. Mais j'aborde avec elle aussi ces questions-là, de la place des femmes dans certains métiers, parce qu'il faut qu'on lève des verrous mentaux que les acteurs se sont imposés à tort. Moi, ce que j'essaierai de faire, et je terminerai vraiment là-dessus, c'est de mettre en valeur des exemples, de dire voilà, c'est possible. C'est pas parce que tu es une jeune femme ou c'est pas parce que tu habites dans un secteur qui est mal desservi, qui peut être reculé des grandes écoles, que tu n'as pas accès à ces écoles.
et on va accompagner un parcours et te permettre de réussir dans la voie que tu souhaites aborder, mais sur laquelle tu t'es peut-être mis des freins parce que tu as considéré que c'était réservé à des hommes. On va faire en sorte d'accueillir, et c'est un gros boulot que j'engage dans le département de l'Essonne, parce que nous avons la chance d'avoir les plus grandes écoles françaises, avec l'école normale supérieure, avec Paris-Saclay, avec Polytechnique, avec AgroParisTech, avec beaucoup d'acteurs des métiers scientifiques qui sont encore très masculins. Nous sommes en train de monter des journées d'immersion pour montrer aux jeunes femmes que ces métiers-là et que ces formations-là leur sont ouvertes au même titre que pour les jeunes hommes. Et ça, encore une fois, ce n'est pas l'affaire de la loi, c'est l'affaire de chacune et de chacun de nous. Il faut que nous fassions tomber des barrières qui sont avant tout des barrières mentales. C'est la raison pour laquelle je pense qu'aujourd'hui, comme sur d'autres sujets, hein, les sujets de transition énergétique ou l'écologie au sens large, je pense que le combat pour l'égalité est un combat qui est très largement engagé. La loi a fait son œuvre, mais il faut aujourd'hui que nous soyons dans des démarches nature éducative et culturelle pour que les dernières barrières tombent. Et ça, c'est le rôle de chacune et de chacun de nous. Ce n'est pas le rôle de la loi, c'est de savoir ce qu'on souhaite pour notre société. Et ces combats sont encore largement devant nous. Ils prendront du temps, mais à mesure de l'engagement de chacun, à mesure des réunions qui sont organisées aujourd'hui, comme celle qu'a voulu faire Faten, je crois que nous gagnons du terrain. Et ça, c'est un beau message que nous pouvons partager ensemble. Merci en tout cas, Faten, de cette matinée. Moi, je pratique la boxe depuis 1994 et j'ai vu dans ce milieu sportif, en tout cas, voilà, dans mon domaine dans mon domaine sportif qui est la boxe, j'ai vu une évolution avec une féminisation. Beaucoup de femmes viennent aujourd'hui dans les clubs de boxe pour s'entraîner en loisir, mais beaucoup deviennent aussi des combattantes qui montent sur le ring et qui s'entraînent durement. Et depuis quelques années, je suis passé de l'autre côté. Moi, j'étais compétiteur également. Je suis passé du côté de l'entraînement en tant qu'entraîneur. Je suis passé du côté enseignement, j'ai découvert ce rôle-là qui est un rôle magnifique parce qu'il y a un échange, il y a un partage. Et j'ai en charge dans le club où je suis les adultes comme les adolescents. Et là aussi, au niveau des adolescents, donc il y a beaucoup de jeunes filles. Et donc il y a vraiment une réelle évolution qui, à mes yeux en tout cas, qui s'est faite à ce niveau-là. Et pour le petit truc, c'est que j'ai un plaisir énorme à échanger avec les femmes parce qu'elles sont tenaces, elles ont plein d'énergie, elles se plaignent pas, elles exécutent, elles sont à l'écoute. Il y a vraiment et les adolescents pareil, garçons comme filles. Enfin vraiment voilà, c'est vraiment un public extraordinaire. Les hommes, c'est un très bon public, mais des fois on a tendance à se plaindre. Hein. Un petit bobo, on invite le malheur du monde sur les épaules. Donc voilà, donc j'ai vu dans mon domaine sportif au niveau de la boxe vraiment une réelle évolution. De plus en plus de femmes deviennent aussi entraîneuses. J'étais encore ce week-end sur un stage de boxe où on était que des entraîneurs et on avait sur 40 entraîneurs, on avait une quinzaine de femmes qui sont maintenant entraîneuses aussi. Donc moi, je vois une belle évolution à ce niveau-là. Je le disais tout à l'heure dans mon domaine professionnel également, avec des femmes qui intègrent le groupe interne de la RATP de sûreté, qui était à l'époque réservé uniquement aux hommes, avec des impératifs physiques et conditions physiques très très dures. Et aujourd'hui, ça s'est ouvert aux femmes. Les femmes rentrent chez nous. Ça s'est également ouvert dans l'encadrement du service, avec des postes à responsabilité faits par les femmes, alors qu'avant, encore une fois, là-dessus, c'était exclusivement réservé aux hommes. Donc, à mes yeux, à mon sens, à moi, il y a une belle évolution qui est faite dans la parité homme-femme. Comme on disait tout à l'heure, c'est peut-être pas encore le top, c'est peut-être pas encore la mixité optimale, mais moi, à mon niveau, je vois une belle évolution.
Merci Emmanuel. Donc je sais que vous entraînez dans différents hôpitaux des jeunes hommes, des jeunes garçons hospitalisés, mais également des jeunes femmes hospitalisées. Bravo pour votre engagement. Merci. Alors juste une petite question, mais alors je ne sais pas si elle sera personnelle ou collective. Donc quand une femme tape du poing dans le sac de boxe, est-ce qu'elle a autant de force qu'un homme? Est-ce qu'elle peut avoir autant de force qu'un homme ou pas du tout? Ou alors... Elle met autant d'énergie en tout cas. Oui. Après, le rapport force, c'est un rapport vitesse. Enfin, il y a plein de choses à prendre en compte, mais elle met autant d'énergie, si ce n'est plus des fois. Oui. Et il y en a qui font très mal. Il y en a qui font vraiment très mal. Vous savez parler aux femmes, Emmanuel. Ouais. Merci. Donc on va continuer donc pour finir avec Hélène et Hélène sur la réussite au féminin. Et puis après, promis, nous passerons aux questions du public, mais via le chat pour éviter une coupure. Je vous remercie infiniment de votre compréhension. Hélène, c'est à vous. Juste parce qu'il y a beaucoup de choses ont été dites, mais moi je voulais rebondir sur quelques points. Déjà sur la thématique réussite, hein, je partage tout à fait votre point de vue sur le fait que la réussite finalement qu'est-ce que c'est avant tout l'accomplissement. Et là aussi je voudrais partager un peu avec vous finalement cet accomplissement, comment je l'ai trouvé moi au cœur de ma vie professionnelle, de ma vie personnelle, parce que c'est ça finalement c'est la réussite et pourquoi et comment j'ai pu arriver jusqu'à ce que je suis aujourd'hui et à cette responsabilité hein, de dirigeante au sein d'un grand groupe. Et finalement, quand je regarde ce parcours derrière moi, finalement, ce qui m'a motivée, c'est d'être dans une entreprise où je trouvais des valeurs, un sens qui me poussait, qui m'engageait. Bien sûr, donc EDF, c'est avant tout une entreprise de service public, d'intérêt général. Et donc, une fierté d'appartenance à cette entreprise. Et c'est ce qui m'a permis au cours de ces 30 ans, finalement, d'avancer parce que je me reconnaissais dans ces valeurs. Alors, on peut citer, bien sûr, tous les métiers d'EDF, hein, mais qu'on soit patronne d'une centrale nucléaire, parce qu'il y a eu des femmes hein, qui dirigent une centrale nucléaire, aussi sur les réseaux, hein, pour réparer les réseaux, et on l'a vu dernièrement dans les tempêtes. Finalement, moi, ce qui m'anime dans cette entreprise, c'est cette force du collectif, du faire ensemble, et ça, c'est extrêmement porteur. Et puis aussi de voir que mon entreprise, elle bouge, elle évolue. Monsieur Douvray l'a cité hein, dans tous les enjeux de la transition énergétique. Et ça encore, c'est quelque chose dans lequel on se reconnaît, on a envie de se lever le matin, se dire qu'on peut jouer, en tout cas, être un acteur sur la transition énergétique, relever le défi climatique, accompagner. Pour relever ce défi, ça encore, c'est quelque chose qui est porteur. Alors bien sûr, cette idée de réussite ensemble, je la conçois bien sûr aussi en pleine symétrie avec la réussite des jeunes, et ça aussi, c'est quelque chose qui est très fort dans notre entreprise et qui aussi est très, très, très porteuse. C'est bien sûr tous les recrutements que fait EDF, hein, je peux citer en Ile-de-France, c'est près de 1500 personnes qu'on recrute en CDI. Et donc ça, être une entreprise dans cette dynamique-là, c'est aussi engageant. C'est aussi bien sûr tout ce qu'on fait pour les alternants. Et j'en profite là encore pour rebondir sur les propos de Monsieur Durouvray, dire que ces métiers techniques sont des métiers durables, des métiers de proximité, des métiers dans lesquels on peut faire des parcours. Et je rejoins aussi l'idée qu'il faut que chacun porte un peu sa pierre à l'édifice pour essayer de combattre aussi ces freins à ces métiers. Je citais tout à l'heure un engagement associatif. Moi-même, j'ai été déléguée pour l'association Elle Bouge. Et pour dire que c'est aussi très jeune qu'il faut porter ces messages-là, parce que je pense que les freins qu'on se met, on se les met dès la troisième, dès la terminale. Et ça, c'est aussi avec l'action de chacun pour essayer de montrer et de démontrer et d'incarner qu'on peut aussi faire des belles carrières, en tout cas qu'on peut s'épanouir, s'accomplir dans des métiers plus techniques. Et puis, je voudrais aussi souligner tout le travail qui est fait autour de l'orientation des jeunes via aussi des ingénieurs pour l'école qu'on met à disposition et qui ont pour rôle aussi justement de porter ces parcours. Et puis peut-être une symétrie qu'on ne fait pas toujours intuitivement, c'est aussi tout l'engagement d'EDF pour le sport. Et ça, je trouve que c'est extrêmement attractif pour les jeunes. Je vous encourage d'ailleurs à télécharger l'appli EDF Énergie Sport, et dans laquelle
là encore, je me reconnais beaucoup, puisque l'idée, c'est de convertir voilà, moi je ne suis pas championne de boxe, je ne m'entraîne pas à la boxe, même si j'aurais aimé et j'aurais très envie d'essayer, mais je fais un peu de sport parce que ça fait partie aussi, on pourrait en reparler, des équilibres, hein. Et moi je suis très attachée à ça, les équilibres entre vie perso, vie pro, vie sociale, hein, et vie amicale dont on a tous besoin. Et donc pour revenir au sujet du sport, l'idée de cette appli, c'est les petits pas qu'on fait, même au quotidien, de marche, c'est de les transformer en dons au Resto du Cœur, voilà, d'accumuler des points, j'ai envie de dire, pour pouvoir derrière les redonner et porter des engagements de solidarité. Ça aussi, moi, voilà, en 30 ans, dans cette entreprise, j'ai trouvé tout ça, et je trouve que ça, c'est extrêmement porteur, et c'est ce qui m'a aussi permis d'avancer. Voilà, je m'arrête là parce qu'on pourrait dire plein de choses, mais je trouve aussi que ce matin, il faut qu'on se laisse la place les unes les autres pour témoigner et s'encourager. Merci Hélène. Hélène, pour finir. Merci. Alors, moi, je vais réagir très vite sur ce qu'a dit Madame, qui est intéressant, puisque donc c'est une femme qui a conquis le pouvoir, en fait, petit à petit. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que les femmes sont vraiment des êtres de pouvoir? Est-ce que les femmes sont des êtres de pouvoir? Je ne suis pas sûre. Est-ce que c'est le pouvoir que cherchent les femmes? Je ne suis pas sûre. Est-ce qu'elles aiment être dans la rivalité comme le sont les hommes, qui, eux, ont un cerveau qui est lié à la lutte pour la survie? Donc, c'est pas sûr. Donc, je pense que régler la question des femmes en termes de pouvoir n'est pas suffisant. Ce que cherche la femme, c'est plus que le pouvoir. Plus. C'est ce que j'appelle la souveraineté. C'est l'autorité. Et l'autorité n'est pas le pouvoir. Et je pense que c'est-à-dire l'autorité, c'est quelque chose à quoi on adhère. On veut qu'on adhère. On ne veut pas dominer. Je crois que la femme veut justement, elle veut casser la domination sans reproduire de la domination. C'est ça, au fond, le rêve féminin, qui n'a pas été réalisé, je le dis tout de suite, hein, parce qu'il y a des femmes dominatrices aussi. Mais en général, c'est ça, c'est casser le rapport de domination sans reproduire de la domination. Et je me demande si aujourd'hui, les femmes ne sont pas en train de s'orienter vers une reproduction des rapports de domination, ce qui les rendrait moins humaines que les femmes du passé. C'est-à-dire, elles déshumaniseraient un peu la société des hommes si elles reproduisaient les rapports de domination qu'ont exercés sur elles les hommes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Et moi, je pense que ça, c'est très important. Et parce que, alors, monsieur disait, les barrières mentales, c'est vrai. C'est là où se situe le problème, c'est la barrière mentale. Pourquoi? Parce que les femmes n'ont pas encore réalisé qu'elles avaient des esprits égaux. En fait, elles disent égalité des sexes, égalité des sexes. On s'en fout de l'égalité des sexes. Comme dit monsieur, quand je vais taper dans un truc, j'aurai moins de muscles que mon mari, hein, c'est pas la peine. C'est pas la peine de chercher l'égalité des sexes, c'est ridicule. Par contre, c'est l'égalité des esprits qui nous est donnée par le don de la nature. Donc, on a un esprit équivalent à celui de l'homme. Et tant que la femme n'aura pas compris qu'elle est aussi un être pensant, tant qu'elle n'est pas dit je suis un être pensant au même titre que l'homme, et non pas j'ai des droits à faire valoir, non, on s'en fout. Je suis un être pensant, donc je suis un être totalement libre, beaucoup plus libre que ce que le droit ou la loi va me donner, parce que la question de la loi aussi est très importante. Elle a une limite, la loi, forcément. Comme je dis, l'excès de droit peut même détruire la relation homme-femme, parce que la relation homme-femme n'est pas faite uniquement de droits. J'ai des droits, tu dois faire, la contrainte, c'est comme ça. Non, la règle juridique, elle peut empêcher de nuire, bien sûr, mais elle ne peut pas vous faire aimer. Le droit ne vous fait pas aimer. Il vous empêche de détester, mais il ne peut pas vous faire aimer. Le droit peut intervenir comme un contrat d'armistice, mais il ne peut pas diffuser la paix. Il y a des tas de choses qui ne relèvent pas du droit. Il peut limiter les abus, mais il ne provoque pas le don. Donc le droit ne dit pas le tout de l'humain. L'humain ne se limite pas au droit. Et si on enferme les femmes dans leurs droits, eh ben, elles vont constituer une espèce de communauté de droit, un corporatisme juridique qui va être aussi dangereux que tous les autres corporatismes. Donc le droit, la femme ne doit pas s'enfermer uniquement dans le droit. Elle doit conquérir ses droits, mais pour en faire quelque chose de plus. Donc le droit, par exemple, bien sûr, empêche la brutalité d'un homme de battre sa femme, ça c'est sûr. Mais il ne crée pas la douceur. Le droit ne crée pas la douceur. Il empêche la brutalité. Donc, il va y avoir d'autres vertus liées à la condition féminine et à la condition masculine qui sont de l'ordre de ce que j'appelle la civilité, non pas le juridique, qui sont de l'ordre de la civilité, c'est-à-dire de ces choses non dites qui ne sont pas dans la loi.
qui sont liées à des usages, à des transmissions, à des choses que nous ont appris nos grands-mères, nos tantes, nos mères, etc., qui sont ce rapport extrêmement subtil entre l'homme et la femme qui est fait de civilité. Parce que si la femme devient incivile, elle aussi, eh bien, on rentrera dans un monde beaucoup plus inhumain. Et on voit des femmes qui deviennent inciviles aujourd'hui, on le voit. Et donc, le problème, le droit n'arrête. Qu'est-ce qu'il faut, comment faire pour qu'une femme n'imite pas les gestes d'incivilité de l'homme ancestral? Donc, il faut, voilà, je crois que il faut savoir si, par exemple, dans votre entreprise, et vous nous répondrez, si la féminisation d'une entreprise équivaut à son humanisation. Par exemple, moi, je vois le système scolaire. Moi, j'avais des écoles très humaines. Hein, j'étais dans un lycée de la République. Mais il y a une déshumanisation du système de l'école aujourd'hui. Et je me dis, mais attends, c'est une entreprise, c'est une institution qui est envahie par les femmes, qui est colonisée par les femmes. Beaucoup d'enseignants sont... Comment se fait-il que cette féminisation de l'enseignement n'ait pas entraîné une humanisation du système éducatif? C'est quand même des questions qu'on doit se poser. Est-ce que c'est les femmes qui sont responsables? Est-ce que c'est le système? Je ne sais pas. Mais il y a un problème, la société est en train de se déshumaniser. Or, les femmes sont effectivement dans de plus en plus de postes, dans la police, dans l'école, à l'hôpital. Est-ce que l'hôpital est plus humain parce qu'il est féminisé ou pour d'autres raisons? Et moi, je vois la société se déshumaniser malgré l'émancipation des femmes. Donc, si la femme entre dans un monde et s'émancipe et se libère dans un monde qui lui-même devient de plus en plus inhumain, quel va être le sens de sa liberté? Comment va-t-elle faire pour restaurer l'humanité du monde? C'est ça notre rôle, c'est de restaurer l'humanité là où l'homme détruit l'humanité. Si on a un rôle sur Terre, c'est bien, si l'homme détruit l'humanité d'une relation, eh bien, c'est à la femme de le restaurer. C'est ça notre mission, c'est de restaurer tout le temps l'humanité perdue, si vous voulez. Et là, j'ai l'impression que la femme, tout en étant de plus en plus libre, ayant de plus en plus de droits, elle ne parvient plus à contrôler cette déshumanisation. On est impuissante face à la déshumanisation des rapports sociaux, avec la montée de la violence et tout, que moi, je n'ai pas connu à l'école. Donc voilà, je pense que, et c'est ce qui peut-être expliquer cet échec du féminisme, entre guillemets, d'un certain féminisme, peut expliquer le retour des femmes à certaines traditions, par exemple. Pourquoi tout d'un coup, ces valeurs de restauration, de conservatisme, de voile, de ce goût des usages anciens, pourquoi? Parce que peut-être tout d'un coup, le féminisme est arrivé à une limite où la femme ne parvient plus à s'accomplir, à être heureuse, dans un monde où tout est devenu rapport de force, tout est devenu, tu me donnes mes droits, je te rends tes devoirs, je te donne des coups. Donc, il y a une violence, comment dire, qui est presque inhérente aujourd'hui aux rapports sociaux, et même quand les femmes vont devenir des rivales entre elles dans une entreprise, est-ce qu'elles ne vont pas reproduire les schémas masculins? Pour l'instant, la femme a gagné une victoire sur elle-même, en fait. C'est ça, le véritable combat, ce n'est pas sur l'homme qu'elle l'a gagné, c'est sa victoire sur elle-même. Et les hommes ont toujours cherché à gagner des victoires sur les autres hommes. La femme, non, c'est sur elle-même qu'elle a cette victoire. Sur ses aliénations anciennes, sur sa timidité, sur son sentiment d'infériorité, sur son manque de confiance. Ça, c'est une victoire contre soi, sur soi. C'est les plus belles victoires, d'ailleurs, toujours. C'est sur soi qu'on gagne. Mais au final, le jour où elles vont occuper à égalité, à parité, c'est pour ça que bon, à parité, moi, je suis bon. On rediscutera une autre fois de la parité. J'aimerais pas être, moi personnellement, si j'étais jeune, j'aimerais pas être recrutée parce que je suis une femme. Hein. C'est offensant. C'est offensant. C'est-à-dire, bon, alors, tu es pas très forte, tu n'as pas un cerveau très bien fait, mais bon, comme tu es de sexe féminin, allez, on te supporte. C'est une espèce de tolérance qui m'exaspère. Donc non, il faut qu'on ait l'égalité des esprits, c'est à valeur égale, c'est pas parce que je suis une femme. C'est vexant, voilà. Pour moi, c'est vexant d'être recrutée si j'étais jeune, voilà. Donc, alors pourquoi ce progressisme aujourd'hui est en échec? Pourquoi il y a de nouveau des partis conservateurs, des partis qui revendiquent la vocation de la femme mère de famille, ce qui est tout à fait louable parce que les mères de famille ont aussi un mot. Pourquoi ces valeurs, tout d'un coup, la relation au monde est un peu brouillée pour les femmes, c'est-à-dire elle est en train de perdre ce qui faisait son humanité, c'est-à-dire son territoire politique qui était le territoire domestique. Vous savez, les femmes, vous croyez qu'elles font de la politique depuis aujourd'hui, c'est pas vrai. Les femmes ont toujours fait de la politique, toujours. Le territoire domestique de la maison, c'est le territoire politique de la femme, depuis des générations, depuis des millénaires. C'est là qu'elle s'est exercée à la politique, dans le rapport de force à l'homme, dans la résistance. Donc, le territoire domestique de la femme est un territoire politique. Et après, bon, elle est allée dans le monde extérieur avec cette expérience. C'est pour ça qu'elle peut apporter quelque chose d'autre. Parce qu'elle a toutes ces valeurs humaines du foyer, de l'affection, des affects. C'est ça qu'elle transporte avec elle aussi dans la vie publique. Elle l'humanise.
Mais jusqu'à quand? Voilà. Je m'arrête, c'est vrai. J'ai été trop longue. Merci, merci Hélène, merci à toutes les intervenantes. Maintenant, on va céder la parole au public. Donc, merci de bien vouloir poser vos questions sur le chat. Nous sommes vraiment navrés de tous ces soucis techniques qui sont indépendants de notre volonté. Donc, ça, je voulais vous le repréciser. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions. Donc, je vais regarder déjà sur le chat ou par SMS. Je suis censée avoir reçu déjà des questions. Alors, regardons. Merci, merci. Alors, je vous remercie de m'avoir listé toutes les questions. Alors, première question. Alors, on va commencer par une question de... J'en ai plusieurs, donc il va falloir que je fasse quand même un premier tri. Alors, c'est une question de Vigneux. Est obligé au final de faire un choix entre réussite et vie personnelle. Qui voudrait répondre? Hélène? Moi, je veux bien, et puis ça me permettra aussi de rebondir à vos propos qui me questionnent aussi beaucoup, cette notion de déshumanisation, alors que finalement, en effet, c'est vrai, les femmes prennent finalement de plus en plus de place. Et donc moi là-dessus, enfin, je pense, et c'est pour ça que je prône plutôt pour, et vous l'avez dit, beaucoup d'entre vous, hein, plus que l'égalité des sexes, l'égalité des possibles, l'égalité des chances. Parce que je crois qu'en effet, et peut-être que ces dernières années, on a été un peu trop vers ça, vers le modèle de l'homme et la réussite des femmes par s'accomplissant en étant prenant modèle sur l'homme. Et ça, je pense qu'en effet, c'est le risque que vous évoquiez après, d'avoir des sociétés très monochrones, et alors que justement, nous les femmes, il faut qu'on apporte autre chose, plus d'équilibre. Et ça, pour répondre à la question, hein, moi je suis convaincue de l'équilibre vie perso, vie professionnelle. Je l'ai dit, je l'affirme tous les jours. Voilà, j'ai 3 enfants, ils nourrissent ma vie presque autant que ma vie professionnelle. Et ils m'ont pas empêché d'être aujourd'hui parmi les 200 dirigeantes d'EDF. C'est ça la réalité. Et voilà, il n'y a pas une journée où je ne pense pas à eux. J'ai la chance depuis quelque temps d'être grand-mère. Et donc, ces équilibres, alors bien sûr, je les ai articulés différemment selon les phases de ma vie. C'est sûr que quand les enfants étaient petits, voilà, je l'ai vécu un peu différemment. Pour être très concrète, j'avais une règle. Par exemple, les week-ends, je considérais que les week-ends étaient dédiés à mes enfants. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément les téléphones, les portables, les ordi portables à la maison, donc c'était peut-être plus facile de se fixer une règle. Mais voilà, je me la suis fixée, je m'y suis engagée, et ça ne m'a pas empêchée. Et au contraire, alors je sais que ça, et c'est pas du discours, enfin vraiment. Et encore pas plus tard qu'hier avant-hier, j'ai passé les week-ends avec mes enfants. Voilà, ça m'a ressourcée, ça m'a donné de l'inspiration aussi peut-être pour ce matin. Ça m'a énormément apporté. Et donc, je pense qu'il ne faut pas renoncer à ça. Et ça rejoint ce que vous dites. Enfin, je ne vis pas ma réussite, ou en tout cas mon accomplissement, comme être sur le même modèle que des hommes dans mon entreprise. Et au contraire, je lutte pour ça, parce que d'ailleurs, dans les process hein, de talent, par exemple, qu'on a à EDF, c'est vrai qu'il y a des outils qui sont quand même assez standardisés. Et donc, voilà, je pense que le risque, en effet, c'est qu'on soit tous sur le même modèle de dirigeant. Et ça, surtout pas. Et je revendique aussi une spécificité féminine dans les modèles de dirigeants. Merci Hélène. On a plusieurs questions, donc du coup, je vais pouvoir vous partager les questions. Une question qui nous est parvenue plusieurs fois, c'est la même question. Comment concilier son travail avec un poste à responsabilité et sa vie privée, sa vie personnelle en tant que femme? La question, oui, qu'on a très souvent d'ailleurs. Chloé, tu veux répondre? Oui. Bon, non, mais déjà, bon, oui, c'est vrai, c'est sensiblement la même question avec des mots un petit peu différents. La seule chose que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que j'ai le sentiment qu'en France, on a vraiment cette impression de vie. On a la vie perso et la vie pro, et que je trouve ça
réellement dommage d'avoir ce sentiment. Pour moi, si vous aimez votre travail, vous aimez votre carrière, c'est censé représenter l'extension de vous-même. Je ne pense pas qu'il faille faire ce clivage entre la vie perso et la vie pro. Alors, je pense que oui, on peut avoir une vie pro et une vie perso. C'est juste votre vie, en fait. Voilà, c'est tout. Oui, je partage, Chloé. Et après, je pense que là encore, c'est très perso. Je pense qu'il y en a qui ont besoin, et moi, voilà, j'apporte mon témoignage. Moi, j'ai besoin de séparer un peu. Mais c'est vrai que je pense, et peut-être que c'est une question aussi de génération, je pense que vous avez plus de facilité à entremêler, voilà, moi, ma force, me ressourcer, voilà, je le trouve justement en séparant bien, et voilà, je trouve que l'une et l'autre de ces vies sont inspirantes et voilà, font aussi grandir l'une et l'autre, mais je pense que les deux sont très ouverts et que ça dépend aussi des personnalités. Merci Hélène. Alors là, j'ai pas une question, parce que je vois sur le chat, je trouve que c'est assez peut-être pas philosophique, mais c'est pertinent comme remarque. Donc c'est Habitbol. J'ai pas le prénom, j'aurais bien voulu avoir le prénom. Ce que nous souhaitons, c'est nous épanouir, être en accord avec nos convictions, que l'on nous donne l'opportunité d'exercer une activité en accord avec nos attentes, que nous en ayons la possibilité, que l'on nous donne cette chance. Ce qui serait top, c'est que les interlocuteurs que nous rencontrons au cours de notre parcours soient moins jugeants et plus tolérants et ouverts face à nos choix, à nos envies. Et là, ce serait une réelle victoire. Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à ça, parce que c'est une question, la subjectivité, c'est-à-dire comment faire accepter par l'autre votre propre passion et y faire adhérer sans trop d'obstacles et sans trop de maltraitance et comment, voilà, sans trop souffrir en gros, quoi, c'est ça. Je pense que... Alors, elle s'appelle Mylène, pour info, Hélène. Voilà, je pense que d'abord, ça s'arrache. Personne ne va, il ne faut pas. Moi, quand j'écris un livre, je ne demande pas à l'éditeur, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez me publier? Non, je l'écris d'abord, je le fignole, ensuite, il ne faut pas attendre trop non plus, être dans une position de minorité féminine, la pauvre femme vulnérable, qui a besoin constamment qu'on la protège, qu'on vienne à son secours. Non, il faut arrêter ça, je ne sais plus qu'à dire, on n'est pas des bourreaux et des victimes. Bon, c'est très très bien ça, franchement, je suis tout à fait d'accord. Donc, il faut arracher ça. Mais il ne faut pas l'arracher avec violence, c'est ça le problème. C'est toute la subtilité de la psychologie féminine, ça. Ma grand-mère arrachait des choses à mon grand-père sans aucune violence. Elle savait très bien faire. Ma mère aussi, avec mon père. Elle avait une autorité, elle commandait. Mais ce n'était pas de la domination, c'était... Bon. Et tout ça, on pourra en discuter des heures, c'est ce qu'il y a de plus intéressant à mon avis. Donc, il faut l'arracher. Et qu'est-ce qu'elle demandait l'autre? Qu'est-ce qu'elle demandait d'autre? Vous pouvez me relire sa question? Alors, elle a dit, ce que nous faisons, c'est nous épanouir, être en accord avec nos convictions, que nous donne l'opportunité d'exercer une activité en accord avec nos attentes, que nous en ayons la possibilité, que nous donne cette chance. Ce qui serait top, c'est que les interlocuteurs que nous rencontrons au cours de notre parcours soient moins jugeants et plus tolérants et ouverts face à nos choix et nos envies. Et là, ce serait une réelle victoire. Oui, on n'a pas de choix ou d'envie, en fait. Il ne s'agit pas de choix comme ça. Ça se travaille, un choix. C'est-à-dire, il faut que vous trouviez les arguments. C'est à vous de persuader l'autre. Ce n'est pas à l'autre d'être persuadé comme ça d'emblée de votre choix. Non, il faut le convaincre que votre choix, c'est le bon. Il faut que je convainque l'éditeur que mon idée, c'est celle-là qui va être défendue, c'est celle-là qui doit être éditée. Donc, il ne faut pas trop attendre, encore une fois. Et je pense que là, les femmes ont un travail à faire du point de vue de... Voilà. On est parti, j'avais un professeur, quand j'ai passé la grecque, qui nous avait dit un conseil que j'ai retenu toute ma vie, je vous le transmets aux jeunes. Parce que c'est un professeur qui m'a dit, notre professeur d'espagnol, elle était géniale. Elle nous a dit, écoutez, avant l'oral, c'est un oral très difficile avec 8 personnes au jury, vous vous rendez compte, devant 8 personnes, je tremblais comme une feuille. Elle nous a dit, ne cherchez pas à plaire. Ne cherchez pas à plaire. Cherchez à vous imposer. C'est vraiment, en fait, ça me demande, mais c'est ça le problème. Il ne faut pas chercher à plaire, à faire plaisir, à dire ce que l'autre a envie d'entendre. Non, pas du tout. Mais il faut que vous ayez cette autorité naturelle qui consiste à vous imposer sans contrainte, sans violence, sans brutalité. Il ne faut pas être brutal, jamais. Ça, la brutalité, c'est une catastrophe, hein, pour une femme. Déjà, pour un homme, ce n'est pas acceptable, mais alors pour une femme, encore moins. Donc, voilà, pas plaire. Jamais chercher à plaire.
parce que vous vous mettez dans une position comme ça de séduction. Il faut sortir de cet espace de séduction où je dois plaire absolument au public. Non, non, on s'en fout. On s'impose. Qu'on déplaise, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave de déplaire. Faut pas avoir peur de déplaire. C'est très important ça. Faut pas toujours chercher à plaire parce que vous êtes foutu, quoi. Le jour où quelqu'un vous apprécie pas, vous allez en faire une maladie. Non, non, il faut accepter, il faut accepter. Il faut accepter la critique, il faut accepter de déplaire. Voilà, il faut pas être trop fragilisé par j'attends que vous me compreniez, mon choix, mon opinion, mon machin. Non, non. Tant pis, si vous avez un choix différent, une opinion différente, c'est pas grave. Ils la comprendront pas, mais ils s'y soumettront. Même s'ils vous comprennent pas, vous vous imposerez. Et après, ils vous comprendront. Voilà comment moi je résumerai mon attitude. C'est ce que j'ai fait dans la vie, en tout cas. Voilà. Bon, en tous les cas, je n'ai pas d'inquiétude pour ces deux jeunes demoiselles que sont Mathilde et Chloé, qui généralement s'imposent. Hein. Mes bons conseils. À bon entendeur, salut. Quelle réponse doit apporter une femme de 30 ans qui va avoir accès à un poste, à responsabilité, qui n'a pas d'enfant? Comptez-vous avoir des enfants? Généralement, lors d'entretien, il arrive que lors d'entretiens, le recruteur soit surpris d'avoir une jeune femme de 30 ans en face qui n'a pas d'enfant, et ça peut être un frein. Donc, comment lever ce frein? Quelle réponse donner? Alors, je voudrais intervenir. J'ai pas 30 ans et je compte pas avoir d'enfant tout de suite, mais j'ai eu cette discussion avec mon père. On en a discuté hier lors du repas de famille, et c'est vraiment quelque chose que je comprends pas. C'est comme on en parlait tout à l'heure, les femmes ont 16 semaines alors que les hommes ont que 14 jours de congé. C'est pas parce qu'une femme veut avoir des enfants, oui, elle va avoir un congé un peu plus long, c'est normal, puisque c'est un travail assez compliqué quand on accouche, mais ça ne veut pas dire que ça va être un frein à sa carrière. Maintenant, aujourd'hui, et on le voit avec la crise sanitaire, il y a plein de moyens de travailler de chez soi. Aller travailler, c'est compliqué, c'est fatigant pour une femme enceinte, mais il y a plein de moyens de travailler chez soi. Et je ne comprends pas qu'on puisse poser la question au moment d'un entretien si on compte avoir des enfants ou pas. Au pire, oui, mais je trouve que ça ne les regarde pas, en fait. Ça, c'est quelque chose, même quand on arrive à 40 ans, qu'on fait un entretien d'embauche et qu'on voit que la personne a 2 enfants, est-ce que ça va être un frein à votre carrière? Est-ce que vous allez passer votre carrière après vos enfants? Non, non plus, en fait. On peut allier les deux. Donc, c'est une question que je ne trouve pas pertinente de poser lors d'un entretien. Juste petite parenthèse aussi, on peut noter, on a pu noter pendant le premier confinement, vu que c'est la première fois qu'on a vécu ça, qu'il y a eu beaucoup moins d'accouchements prématurés que d'habitude, en fait. Donc je pense que c'est une question d'adaptation, tout simplement. Voilà, on compte avoir des enfants, mais restez chez vous un petit peu, ou peut-être qu'elles peuvent parfaitement travailler, ces femmes. C'est pas une question à poser, je pense. Juste peut-être, alors sur la pertinence de la question, moi vous le savez bien aussi dans les entretiens, c'est aussi un test. C'est plutôt la réponse et la réaction que vous allez avoir qui est intéressante. Et je reprends aussi vos propos. Enfin, je pense que, on n'est pas là pour plaire. Donc, je pense qu'une réponse comme ça, pour répondre à la question, il faut apporter la réponse qui est la plus sincère. Enfin, qui est votre réponse? Donc moi, en l'occurrence, j'ai cette question. Bien évidemment, je dis oui, c'est mon souhait d'avoir des enfants. Je pense qu'on peut répondre oui. Et que derrière, il faut aussi expliquer comment on peut concevoir les choses. J'entends vos réponses qui sont totalement pertinentes parce qu'en plus, les choses, le contexte a évolué. Vous citez avec la crise sanitaire, on peut télétravailler. Enfin, il y a plein de modalités qui font que voilà. Et je pense que même l'employeur, quand il pose cette question, il est bien... Sauf si vous êtes sur une mission particulière où il y a un projet à rendre à telle échéance. Mais voilà, c'est plutôt pour voir comment vous allez réagir. Donc, vous ne laissez pas piéger, là encore, vous ne laissez pas enfermer. Essayez pas de faire une réponse qui plaise, mais soyez sincère et montrez que voilà, ça ne retire rien à votre engagement. Et ce n'est pas parce que vous êtes absente quelques semaines que voilà, vous pourrez pas faire une belle carrière et en tout cas, vous ne pouvez pas prétendre à ce poste-là. Moi, je pense, pardon, je suis d'accord. Moi, je pense que c'est une question qui doit être abolie des questionnaires, tout simplement. Parce que
Moi, je suis contre le fait de poser cette question. Je la trouve totalement absurde. Totalement, c'est une espèce de réflexe, un reste comme ça de société. Non, non, je suis totalement contre cette question. Non. Alors, Hélé, si la parité s'impose sur cette question, quelle question poser à l'homme? La question, est-ce que vous comptez avoir d'enfants? Oui. Est-ce que vous allez est-ce que vous aimez les enfants? Est-ce que vous allez avoir des enfants? Moi, l'homme, moi, mon mari donnait le biberon à mes enfants, et il a la même chose. Je suis entièrement d'accord, je rejoins, parce qu'effectivement, oui. y a des hommes qui prennent des congés parentaux. Mais oui. Donc du coup, maintenant, la question peut se poser à un homme, il n'y a pas de souci. Si effectivement, soit on l'abolit, soit on est dans l'équité totale. Voilà. Mais voilà, on voit aujourd'hui que des hommes prennent des congés parentaux, et puis et c'est la femme qui prend le rôle, entre guillemets, de l'homme et qui va travailler. Donc ouais, on peut poser la question. Vous savez qu'il y a des questions en Amérique qui sont interdites. Hein. Par exemple, la question sur l'âge. Vous savez qu'en Amérique, on peut vous recruter même à 80 ans, comme vous disiez. Dans les questionnaires d'emploi, la question sur l'âge est interdite là-bas. C'est une atteinte à l'intégrité de la personne, au viol non. On ne doit pas recruter sur le truc de l'âge. C'est pas possible. C'est pareil. Merci Hélène. Alors une question là de Bruno, puisqu'on a plusieurs questions. J'essaie de trier sur l'ensemble des villes du territoire. Alors une question qui, à mon avis, suscitera des réponses différentes d'un point de vue générationnel. Alors, comment envisager aujourd'hui un parcours de reconversion professionnelle en tant que femme de plus de 50 ans? Femme en élaboration de projets de reconversion professionnelle dans le secteur sanitaire et social à secteur culturel. Donc là, je pense que c'est une personne qui nous écrit avec un projet de vie professionnelle et qui, aujourd'hui, visiblement, subit ou vit une situation de difficulté en termes de reconversion professionnelle parce qu'elle souligne qu'elle a plus de 50 ans. Donc, encore une problématique. Peut-être qui dirige une entreprise, vous aurez une réponse plus que moi qui suis plutôt universitaire et qui, voilà, je ne suis pas confrontée à la vie de l'entreprise. J'ai pas d'exemple de reconversion liée à l'âge. Peut-être dire quand même, enfin moi, et vraiment là j'en ai pléthore d'exemples. Je pourrais y passer la journée avec vous. Des exemples de reconversion, même sur des profils plus jeunes. Vous dire un exemple que vous n'imaginez peut-être pas. Moi j'ai recruté une jeune fille qui était fleuriste. Et qui est devenue technicienne d'intervention sur les réseaux. Donc, c'est elle qui vous dépanne quand vous avez plus d'électricité parce qu'il y a une tempête ou un arbre qui s'est couché sur une ligne électrique. Voilà, des exemples comme ça, on en a énormément. Après, sur la question de l'âge, et dans l'exemple qui est cité, Faten, surtout pour des métiers de santé, enfin, moi, je pense qu'il y a énormément de besoins. Et que cette reconversion, elle doit être possible. En tout cas, c'est ce qu'on entend. Voilà. Alors après, je ne sais pas à quel niveau, je ne sais pas quel est le parcours d'avant. C'est difficile de répondre précisément à cette demande. Et là encore, sans faire du discours tout fait, enfin, si vraiment ça reste une conviction, une envie, je pense qu'aujourd'hui, vu les besoins dans ce secteur-là, que vous ayez 50 ans, 30 ans ou 55 ans, je pense que c'est possible d'avoir une activité dans ce secteur-là et qu'il y a des dispositifs dans les régions, dans les départements, dans les communes qui peuvent accompagner cette reconversion. Moi, alors là, on peut regarder plus près, mais je pense qu'il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire ce type de reconversion. Totalement d'accord avec vous, Hélène. Alors là, j'ai une question. Chloé, tu voulais répondre, vous vouliez répondre? Je voulais juste dire un tout petit truc. Je trouve ça assez amusant en fait cette question, tout simplement parce que j'ai eu la même discussion avec ma maman il y a assez peu de temps, qui a été assez marquée par la crise sanitaire et qui s'est dit mais en fait est-ce que je suis vraiment utile à être cadre en assurance? Est-ce que je ferais pas un peu de la santé? Donc je ne sais pas si c'est le même profil. Maintenant, la question s'est posée. Et elle n'a pas encore 50 ans, mais ça va pas tarder. Donc, tout ce que j'ai pu lui dire, c'est que je pense que l'important, c'est de faire ce qu'elle aime. Tout dépend de la sécurité financière, bien sûr, dans laquelle est la personne qui pose la question. Parce que, voilà, même quand on veut, on peut. Bon, il faut quand même prendre en compte certains pour, certains contre.
Mais je pense que c'est important d'être porté par une vocation, par un engagement, surtout en ces temps-là. Voilà, c'est tout. Mathilde? Oui, je voudrais juste répondre. Pour moi, la reconversion professionnelle, que ça soit à 30 ans ou à 50 ans, elle est possible tant qu'on en a envie. J'ai un exemple, une très bonne copine à moi qui avant était esthéticienne et qui maintenant est en communication dans mon école. Elle a 30 ans. Et ça se passe très bien et elle sait qu'elle va faire ça toute sa vie et elle adore ce qu'elle fait maintenant, même si avant elle adorait ce qu'elle faisait, elle adore aujourd'hui ce qu'elle fait. Et à 30 ans, elle a repris les études. Et j'ai l'exemple de ma maman qui a toujours travaillé dans le bâtiment, qui a toujours été maîtreur, qui a toujours travaillé avec des hommes et maintenant elle travaille en tant que fleuriste. Rien à voir, rien à voir. Mais voilà, elle fait tout ce qui est décoration florale dans les rooftops, les restaurants, les entreprises et tout ça. Et elle adore. Donc, et à 50 ans. Ça fait 2 ans ou 1 an et demi, 2 ans qu'elle fait ça. Elle a 53 ans aujourd'hui. Et c'est vraiment quelque chose qu'elle adore. Donc oui, du moment qu'on a vraiment l'envie et la détermination, bah oui, toute reconversion est possible. Donc, j'ai un message de cette personne dont vous parlez, qui s'appelle Lucie. On ne va pas sortir son nom de famille. Et donc, on la salue. Donc, bravo à Lucie qui a fait cette reconversion en passant d'esthéticienne à aujourd'hui intégrer une école de communication, de commerce et qui s'en sort plutôt très bien, si je crois. Okay. Donc, maintenant, on a une question. Question de Madame C. Sénol-Bert, Maison de l'Emploi de Montgeron. Donc, assistant, puisque j'avais mal appuyé, je salue assistant de la Maison de l'Emploi et de l'Environnement de Montgeron. Comment concilier son engagement associatif et trouver un emploi à l'âge de 50 ans? On a l'impression qu'à 50 ans, c'est la fin. J'ose pas vous dire mon âge alors, parce que moi je les ai dépassés. Hein. C'est terrible. Non, mais... Mais bien sûr que c'est jeune. Donc, on peut tout commencer à 50 ans. Tout. Bien c'est sûr rien, c'est très jeune, 50 ans. Oui. Donc, comment concilier son engagement associatif et trouver un emploi à l'âge de 50 ans? Donc, saluons l'engagement associatif de Madame Sénolbert et trouver un emploi à l'âge de 50 ans. Donc, oui, c'est possible. Et peut-être que sur le plan de l'entreprise, vous avez des exemples, Hélène, de personnes de 50 ans, voire plus, qui ont de brillants parcours ou qui viennent d'intégrer, d'être recrutées. Rassurons Madame Say. Mon micro ne marche pas, mais je pense que vous m'entendez. Je vais parler fort. Non, il faut appuyer. Voilà. Bien sûr, hein, je veux dire ce qui a été dit, enfin 50 ans, c'est très jeune, surtout avec l'espérance de vie. Voilà, je ne fais pas le discours. Et puis moi, je crois qu'en plus, il y a des tranches de vie. Et donc, même sur ces sujets de reconversion, je pense que aujourd'hui, c'est beaucoup plus courant qu'il y a 10-20 ans. Mais maintenant, c'est en effet extrêmement courant à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans de pouvoir changer et se reconvertir. Alors après, sur les opportunités professionnelles à 50 ans, moi, je peux vous dire en tant qu'à EDF, hein, dans les recrutements, on a vraiment la volonté de diversifier. Alors bien sûr, on peut penser à la diversité telle qu'on la conçoit derrière ces mots-là, hein, diversité de genre, diversité de sexe, diversité d'origine, mais c'est aussi la diversité générationnelle, hein, et de plus en plus, parce qu'en plus on a une pyramide des âges qui s'est un peu déformée, parce que à EDF c'est souvent l'inconvénient dans les grands groupes, hein, on a des politiques un peu par grands braquets pour essayer de faire bouger le paquebot, comme on dit, et donc il y a des moments où on a beaucoup recruté et d'autres où on a très peu recruté. Donc, on a des trous dans la pyramide des âges. Et donc, volontairement, on fait des recrutements avec expérience professionnelle. Et donc, on est amené à prendre des personnes qui ont des parcours, des parcours de 20 ans. Il y a quelques temps, je discutais avec quelqu'un qui a aussi plus de 50 ans, hein, et qui faisait acte de candidature à EDF. Et donc, voilà, c'est plutôt une richesse. On le voit plutôt comme une richesse. Et bien évidemment qu'on est amené à recruter des gens avec expérience de plus de 50 ans aussi. Tu veux réagir ?
Juste, je pense que la crise sanitaire va développer aussi les reconversions professionnelles, parce que beaucoup de personnes, là je pense, quelles que soient les tranches d'âge, ont pris conscience des priorités de vie et veulent totalement, radicalement changer de profession donc je pense que c'est quelque chose qui va encore plus se développer, qui est vraiment accessible à tout le monde. Il y a le vouloir pouvoir, et je pense que là aujourd'hui on va vivre justement un essor des reconversions professionnelles. Et en recherchant le sens, sans revenir sur ce que j'ai dit aussi dans nos propos, voilà, je pense que les gens, de plus en plus, on a besoin de trouver une activité professionnelle qui réponde à ce qu'on est profondément, à ce qu'on a envie de faire, à ce qu'on veut, voilà, quelle société on veut construire, sans être sur des phrases un peu pompeuses, mais voilà, comment on contribue aussi à notre petite échelle à faire que le monde change. Voilà, vous avez cité des reconversions dans le milieu hospitalier ou dans le milieu sanitaire, médical. Je pense que là aussi, la crise sanitaire a fait prendre conscience de l'utilité de chacun dans la vie. Alors là, j'ai de nouveau une question de Mylène à Bitbol. Alors donc c'est visiblement, ce que je comprends, c'est qu'elle est entrepreneur, auto-entrepreneur. Donc, et elle se retrouve quelque part dans la difficulté en tant que femme auto-entrepreneur à être accompagnée dans cette auto-entreprise qu'elle a créée il y a 2 ans. Donc, existe-t-il des réseaux de bénévoles ou des réseaux féminins qui peuvent l'aider à booster son activité et à l'accompagner dans cette dynamique qu'elle souhaite mettre en place? Peut-être juste deux éléments d'éclairage sur cette question. Peut-être revenir sur les propos de Patrice Béguet, c'était de BPI France. J'ai compris qu'ils étaient très engagés, puis c'est leur rôle en tant que voilà, soutien financier, mais pas que. Donc à ces entrepreneuses, comme il l'a dit. Donc peut-être reprendre contact avec Patrice Béguet. Et puis je pense aussi à beaucoup de réseaux. Moi, j'ai été sollicitée sur les réseaux Entreprendre. Par département, voilà, il existe, et je pense que ça s'est beaucoup développé parce que là encore, les entrepreneuses au féminin se sont beaucoup développées ces dernières années, notamment avec toutes l'attirail législatif sur l'auto-entrepreneuriat. Et donc je pense qu'il y a des réseaux, il y a de l'accompagnement pour ces femmes entrepreneuses. Donc n'hésitez pas à solliciter, à rechercher un peu sur Internet, mais je suis certaine que vous allez trouver de l'accompagnement. Alors, pour répondre également donc à Mylène, il existe également sur le territoire une association d'entrepreneurs, c'est Entreprendre entre Val-d'Hier et Val-de-Seine. Vous pouvez contacter Zora Billot, qui actuellement nous écoute. Vous rapprochez également de la CCI de l'Essonne. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de cette association d'entrepreneurs qui peut vous accompagner, vous aider dans la dynamique que vous souhaitez mettre en place. Auquel cas, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi, de nous, pour que je puisse vous renvoyer également auprès de mes collègues qui se au sein de l'agglomération, puisque l'agglomération du Val-d'Hier-Val-de-Seine dispose d'un service développement économique et qui est aujourd'hui dirigé par le vice-président Bruno Gallier. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos coordonnées pour que je puisse faire suivre votre questionnement et qu'on puisse vous apporter des éléments de réponse. Autre question. Alors là, une question encore du territoire. Hommes, femmes, même combat, à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, point d'interrogation. Moi, je pense pas qu'il y ait d'âge. Quel que soit l'âge, on mène le même combat. Je pense que ça doit passer par, comme ce qu'on fait là, par l'échange, de la communication. Et il n'y a que comme ça qu'on avance, c'est ça, quel que soit le domaine. Moi, je le vois à travers mon engagement dans le sport. J'ai évolué grâce à ces échanges.
avec les enfants, avec les adultes, grâce à ma femme, grâce à voilà. Donc il n'y a que pour moi dans le partage, dans l'échange et dans le dialogue qu'on arrivera à avancer, quel que soit l'âge. Non, mais c'est pas une question d'âge, mais je pense pas que ce soit le même combat, en fait. C'est ça. Mais ça fait rien. C'est pas grave. C'est un combat différent et il faut en connaître les tenants et les aboutissants. Et encore une fois, comme je vous dis, l'homme n'a pas à faire ses preuves puisque pendant des millénaires, il l'a fait. Il a dirigé le monde. L'homme a dirigé le monde. Hein. Donc, il n'a pas de preuves à faire. Et la femme, non. Elle est quoi? Ça fait un siècle. La petite femme moderne, c'est une petite pousse dans le grand territoire de la nature qu'est la tradition et qu'est le millénaire. C'est toute une petite pousse fragile, la femme moderne, elle a que 100 ans. Donc, je crois que ce n'est pas le même combat, mais encore une fois, je reprends cette phrase extraordinaire de Condorcet, c'est Condorcet, hein, qui a fondé l'instruction publique sur cette notion d'égalité des esprits. Il a dit, les filles et les garçons ont exactement le même degré d'intelligence, donc ils doivent être éduqués à l'école de la même manière, et vous reprenez l'école. Je pense que là, il y a quelque chose à faire, mais ce n'est pas le même combat. Et c'est à la femme d'apporter sa propre originalité, ce n'est pas à l'homme de nous dicter comment on va se bagarrer, non, je ne crois pas. Ils peuvent nous inspirer par leur propre... l'homme est un surhomme, hein. Il y a quelque chose de surhumain dans le sexe masculin, il faut reconnaître. Ils ont fait des choses, les hommes ont bâti des choses étonnantes. Les architectes, les ingénieurs, les gens qui sont allés sur la Lune, enfin, c'est les hommes qui ont fait ça, c'est les hommes qui ont construit le monde dans lequel on vit. Et avec bien sûr l'accompagnement inspirant des femmes, mais maintenant c'est à nous de reprendre le flambeau, quoi. Donc là, ça va être les générations à venir, ça va prendre un millénaire, hein, pour que la femme devienne bâtisseur comme l'homme. Ça ne va pas se faire en 10 ans, en 100 ans. Ce n'est pas le même combat, mais c'est un combat de victoire sur soi-même plus que de victoire sur les autres, voilà, je pense. Merci. Donc là, j'ai encore pas mal de questions. Ce que je propose, c'est que qui vont nécessiter des réponses assez longues. On va les traiter et on vous répondra puisque on a vos adresses mail. Ce que je vais proposer désormais, mesdames, messieurs, c'est que vous puissiez nous communiquer votre mot de la fin. Et alors, pour ce mot de la fin, ce que je vous propose, c'est pour monsieur le démarrer par si j'étais une femme et mesdames par si j'étais un homme. Qu'en dites-vous? Qui veut commencer? Vous n'aurez femme, alors c'est à vous. Ouais, ça commence la battle. Bah écoutez, si j'étais une femme, alors déjà j'arrêterais d'exiger le mot de passe des réseaux sociaux de mon mari. Je lui laisserai un petit peu de vie privée, non je rigole. Mais je continuerai dans ma partie à boxer, parce que voilà, les femmes c'est des battantes, c'est des guerrières. Je dis pas que les hommes ne le sont pas, mais voilà, de ce que je vis à travers ma relation avec les femmes dans le domaine du sport, dans le domaine aussi à l'hôpital, effectivement, quand j'interviens, alors c'est des animations. Le sport n'est qu'un vecteur, hein, ça permet aux enfants pendant 1 heure à 2 heures de voir autre chose. Et il y a des petits bouts de petites gamines qui ont des pathologies toutes différentes, hein, avec plus ou moins graves, et qui ont une joie de vivre, une énergie qui à chaque fois, c'est des leçons de vie pour moi à la fin de ces animations. Je continuerai à boxer parce que je suis une femme, je suis une gagnante. Voilà. Merci. Alors, juste pour préciser, parce que je pense que c'est important de le faire, je sais que vous travaillez beaucoup sur le harcèlement scolaire. Donc, peut-être 1 minute sur ce sujet-là avant de céder la parole, puisque c'est votre dernière intervention. Voilà. Oui, donc effectivement, je mets en place des projets de sensibilisation au harcèlement scolaire, aux violences, auprès du public adolescent de 10 à 16 ans, en partenariat avec des associations qui sont dédiées à ce type de violence, parce que c'est un sujet dont on parle très peu, mais qui fait énormément de ravages. Et aujourd'hui, le cyberharcèlement a pris une ampleur
exponentielle. On a des jeunes qui vont jusqu'à se suicider. Donc il y a la violence physique, mais il y a la violence aussi psychologique. Donc voilà, donc c'est des animations pas des animations, pardon, mais c'est des projets que je mets en place et que je veux pérenniser et développer. Là, aujourd'hui, c'est dans le 75 et bientôt dans le 91. Enfin, en tout cas, je ferai tout pour. Merci beaucoup, Emmanuel. Chère Mathilde, allez. Alors, si j'étais un homme, je pense que j'agirais comme maintenant. En tant que femme, enfin, là, j'agirais comme maintenant en tant que femme, mais en tant qu'homme, je serais moi-même, je continuerais à me battre pour ce que je veux. Parce que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on doit forcément se battre, c'est aussi les hommes doivent se battre pour ce qu'ils veulent. Hein, et on leur donne pas tout dans la main, surtout à nos âges, à 20 ans, en tant qu'étudiant. On doit quand même se battre. Mais je pense que je jugerais pas la femme. Comment dire, je ferai en sorte qu'elle soit égale à moi, en fait. Je l'aiderai si elle a besoin d'aide et je la laisserai faire si elle veut que je la laisse faire. La seule chose qui pourrait réellement changer chez un homme, c'est la peur, on va dire. La peur de sortir le soir toute seule, en étant une femme, une jeune femme, c'est quelque chose qu'on fait pas souvent, ou alors on a toujours cette petite crainte. Mais je resterai aussi déterminée qu'étant une femme. Et j'accomplirai ma vie comme je veux. Merci, Mathilde. Je pense que si j'étais un homme, j'essaierais de ne pas me sentir méfiant envers les femmes qui dénoncent, parce que ça peut arriver. De me sentir quoi, pardon? Méfiant. Ah, de pas participer à ce clivage, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Et je me rapprocherais de toute personne, homme ou femme, dans une logique d'égalité, mais d'un point de vue humaniste plus que féministe. Voilà. Merci Chloé. Hélène? Alors moi, si j'étais un homme, déjà, ça m'inspire la très belle chanson de Liliane Tell. Et ça rejoint le sujet aussi, voilà, on peut avoir des responsabilités, mais s'intéresser aussi à autre chose, et notamment à la musique. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et je vous invite à écouter cette chanson parce qu'elle est magnifique et c'est une chanteuse féminine. Plus sérieusement sur la question, moi, si j'étais un homme, je rebondis sur nos échanges autour de plus que l'égalité des sexes. Je recherche l'égalité des possibles. Et donc, moi, si j'étais un homme, je ferais en sorte que voilà, tout soit possible pour les femmes. Il y a eu des très beaux témoignages des qualités féminines et par différence, justement, à ce qu'est un homme. Et donc, voilà, je ferais en sorte d'avoir un maximum de femmes autour de moi pour tout ce qu'elles apportent. Et je leur ouvrirai tout le champ des possibles. Et puis, dernier petit message, parce que je suis une femme et donc je m'adresse aux femmes qui sont nombreuses. J'ai parlé de musique, on a parlé aussi de doute, hein, parce que je pense que c'est aussi quand même un attribut un peu féminin. Et donc, moi, ce qui est important et ce qui m'a guidée aussi dans ma vie, c'est toujours une petite musique qui revient quand j'ai des doutes. Et c'est cette phrase-là, et si elle peut vous inspirer, je la partage bien volontiers et avec bienveillance. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Et donc, quand quelquefois j'ai des doutes, et voilà, je vous le redis, hein, ça m'arrive régulièrement, même avec 30 ans d'expérience de vie professionnelle, et ben je me répète cette petite phrase et qui me donne l'envie d'aller, l'envie d'oser. Je pense que c'est un terme aussi un verbe qu'on a utilisé ce matin, et vraiment oser vos différences. Voilà. Merci Hélène. Hélène? Si j'étais un garçon, j'aimerais pas du tout être un garçon aujourd'hui. Hein. Du tout. Je mourrais de peur d'être un garçon. J'aurais peur des filles, j'aurais peur des femmes, j'aurais peur de tout le sexe, le deuxième sexe. Ah, je voudrais pas être un garçon aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est sûr. Pourtant, j'ai agi comme un garçon, j'ai vécu comme un garçon, j'ai pensé comme un garçon. Donc, j'ai toujours été un garçon, finalement. Pas en apparence, parce que je suis fluette et que je pèse 48 kilos. Mais en fait, j'ai toujours été un garçon. J'ai joué à la boxe. Mon père avait, dans la maison, il nous avait... Comment ça s'appelle le truc où on tape, là? Un espèce de truc en bois avec la poire, voilà.
Bon, punching ball, c'est ça, punching ball. Nous, on appelait ça punching ball. Ben, on avait ça à la maison, donc je faisais du punching ball déjà, donc j'étais un garçon. Alors, si j'étais un garçon, malgré cette peur, malgré tout ça, qu'est-ce que je ferais? Ben, j'essaierais de faire ce que les femmes jusqu'à présent n'ont pas pu faire, finalement. Je dis toujours, on accomplit ce qu'on accomplit avec 20 ou 30% de notre intelligence, pas avec 100% de notre intelligence. Les hommes, eux, j'ai dit à des amis hommes, des intellectuels très, très célèbres, je dis, vous utilisez 100% de votre intelligence. Vous avez votre femme qui fait le secrétariat à côté, qui fait votre courrier, qui s'occupe de votre, etc. Nous, on travaille avec 20% de notre intelligence. Les 80%, c'est réservé à l'anxiété familiale, à l'anxiété maternelle, à s'occuper de ses parents, à s'occuper du mari, à s'occuper des enfants, à s'occuper des cousins, des tantes, parce qu'on a cette fibre-là familiale, et ça nous prend énormément. Donc on a, et ce qu'on fait, on le fait simplement avec 20% d'énergie. Donc imaginez si on le faisait avec 100% d'énergie comme vous, qu'est-ce qu'on aurait fait? Donc c'est déjà pas mal qu'on fait avec 20% d'énergie. Et si j'étais un homme à 100%, c'est-à-dire si je travaillais avec 100% de mon énergie, j'aurais écrit beaucoup plus de livres, ça c'est sûr et certain, et j'aurais pas été arrêtée chaque fois par la maladie d'un gosse, par la maladie de mon père, par l'hospitalisation de ma mère, parce que les filles s'occupent beaucoup de leurs parents, beaucoup, et heureusement, c'est comme ça. Je dis pas que les fils ne s'en occupent pas, mais pas pareil. Et peut-être j'aurais voulu avoir une carrière comme celle des grands, vous voyez que je suis très ambitieuse, je suis pas du tout modeste, mais je l'ai pas fait, comme ceux qui ont mis en scène les femmes, les grands metteurs en scène comme Ingmar Bergman, je ne sais pas si vous connaissez mesdames, mesdemoiselles, ces films. Bon, c'est le plus grand cinéaste du XXe siècle qui a tout dit sur la vie de couple, qui a sublimé les femmes d'une manière extraordinaire, et qui m'a appris des choses sur ma condition féminine. Moi, j'ai appris des choses sur les femmes par le regard masculin. Le regard masculin nous livre des choses sur les femmes. Antonioni, grand cinéaste de femmes aussi. J'aurais voulu être ce type d'homme qui a parfaitement compris la condition féminine et qui a mieux compris que moi, parce que je crois que le fait d'être de sexe féminin nous limite dans la compréhension de nous-mêmes. Je crois qu'un regard extérieur nous comprend mieux que ce qu'on... vous voyez, comme nous, on comprend mieux les hommes, on connaît mieux les hommes qui nous se connaissent, en fait. Et pareil, les hommes nous connaissent mieux qu'on se connaît. Voilà, j'aurais voulu être cet homme omniscient sur la condition féminine. Merci, Elie, quelle belle conclusion. Alors, je tenais personnellement et au nom de toute la communauté d'agglomération du Val d'Isère-Val de Seine à vous remercier sincèrement de votre venue, de votre implication, de votre intervention, avec vos tripes, votre bienveillance, votre cœur, parce que c'est vraiment... on a senti l'authenticité, la sincérité des mots, le partage, l'échange. Merci au public d'avoir été patient et compréhensif de tous ces petits bugs techniques qui ont eu lieu tout au long de cette matinée. Merci au service informatique d'avoir su gérer la problématique. Malheureusement, nous sommes également sujets à des problématiques techniques, peu importe que ce soit l'agglomération, en entreprise, dans le public, dans le privé. La crise sanitaire actuelle nous a obligés à partir sur d'autres ressorts technologiques, mais comme vous pouvez le constater, nous ne sommes pas à l'abri de problématiques techniques. Le plus important pour nous, c'était de pouvoir échanger avec vous, de pouvoir organiser cette conférence avec cette thématique qui ne nous oppose pas hommes et femmes, mais au contraire, qui nous rassemble pour construire ensemble les enjeux d'aujourd'hui, les enjeux de demain, car au vu du contexte sanitaire actuel et au vu de ce qui nous attend, ensemble, ça sera encore meilleur. Parce que j'allais dire ensemble tout devient possible. Je me suis dit, je crois que c'était un slogan, donc je préfère dire ensemble, construisons. Ce que je voulais vous dire également, c'est donc rendez-vous, vous donner un autre rendez-vous, le 30 mars prochain, pour une édition spéciale emploi, pour assister en direct à un rendez-vous de l'emploi où des signatures de contrats auront lieu sous vos yeux. Je n'en dis pas plus parce que je vais laisser ma collègue directrice emploi
faire organiser la réunion qu'elle prévoit prochainement avec les collègues des maisons de l'emploi, que je remercie infiniment parce que j'en ai vu plein qui ont joué le jeu. Mille merci, l'émission locale. Merci à toutes et tous pour votre implication. Merci aux entrepreneurs qui étaient là aujourd'hui. Merci à tout le public, à vos soutiens, aux entreprises partenaires de cet événement. Donc, je n'en dis pas plus. Je vous dis juste que vous assisterez en live à cet événement. Rendez-vous sur les réseaux sociaux de la communauté d'agglomération du Val d'Isère Val-de-Seine pour les prochains événements. Je tiens à remercier donc le service emploi de l'agglomération. Je tiens à remercier le service communication, Mathieu, que je n'ai pas cessé d'embêter de la com. Merci donc à Léandre, merci à Steve, merci à tout le public. Et une nouvelle fois encore, merci à Madame Nathalie Vaillantic, Madame la déléguée du préfet, de votre présence sur toute cette dynamique que nous instaurons avec l'ensemble des équipes. Votre soutien nous fait chaud au cœur. Mille merci. Merci à vous, je vous dis au revoir.